Bonjour et bienvenue pour ce premier podcast de 2018. Déjà. Bonjour. Eh ben, écoute, bonne année. Bonne année, mon Bonne Laurent. année. Allez, bise. Comment tu vas? Bon, ça va bien, ça va bien. Écoute, je me suis pété le bide comme je l'avais promis. Podcast anonyme. Alors aujourd'hui, on ne nous a pas menti, on a fait une annonce il y a quelques jours. On ne nous a pas menti, on va parler en fait d'un jeu qui est un grand ancien, qui en est à sa 5e édition et qui marche avec un des 20. Mais on n'a pas déjà fait un spécial DD5? Ah mais on ne va pas parler des D5, voyons. C'est pas ça. Celui-là. Ah, on va parler de l'autre. Ah oui, on vous a bien eu là-dessus. On va vous parler tout simplement d'un jeu énorme qui s'appelle Talislanta. Voilà. La magnifique 4e édition. Vous pouvez voir là. C'est pas Ptolus, Non, mais c'est pas mal quand même. ça vaut son poids. Alors, Talislanta, qu'est-ce que c'est? Je suis bien content que tu me le demandes, Laurent. Alors, Talislanda, c'est un jeu que j'ai réellement découvert avec cette 4e édition en 2001-2002. C'est une précommande participative à laquelle j'ai participé à l'époque. Comme quoi déjà, hein, C'est fou. c'est pas tout neuf. Hein. Mais c'est un jeu dont la première édition date de 87 et la deuxième de 89 chez les gens de chez Bard Games, qui n'existe plus aujourd'hui. La 3e édition avait été reprise par Wizard of the Coast. Comme quoi? Et c'est un certain Jonathan Tweet qui a participé à la réalisation du système, qui travaille pour Wizard of the Coast à l'époque et qui en 94 nous a sorti le magnifique Everway, dont on ne cessera jamais de vous parler, parce que c'est génial. Bah, tout simplement, regardez la vidéo qu'on a fait sur Everway. Voilà. Ensuite, l'auteur Stephen Michael Secchi a monté sa petite boîte à lui, Shooting Iron Press, pour sortir la 4e édition, l'édition dont il avait toujours rêvé, en un gros bloc. Vous voyez, ce gros pavé de l'époque coûtait moins de $40. Voilà, l'édition dont on rêve encore. Hein. Ah. Moi, c'est la première fois que j'en vois une de près. Hein. Et c'est la meilleure édition du jeu. Tout simplement. Bon, De toute façon, Franck, toi, dès qu'il y a une 4e édition, c'est ta préférée. Hein. Voilà. Voilà. Les parallèles ne s'arrêteront peut-être pas là dans cette vidéo, on verra bien. Talislanta. Il y a eu une version française. Oui, c'est vrai. Qui est sortie en 2004, 2003, 2004, Oui, dans c'est ces ça. eaux-là. Chez qui? Nos amis des ludopathes. Non, ne coupez pas la vidéo, s'il vous plaît. C'est pas notre faute. Et c'est une VF qui est basée sur la 4e édition, sur laquelle ils ont greffé un système de création de personnages. Je t'en reparlerai un tout petit peu plus tard pourquoi il n'y a pas réellement de création de personnages dans Talislanta. Et ça a inspiré l'auteur pour sa 5e édition à insérer un système de création de personnages dans la 5e, ce qui a rendu la 5e édition beaucoup moins bien. D'accord, donc en fait, chacun s'est passé un peu le relais. Hein. C'est exact. Il y a aussi eu une édition allemande et une édition italienne qui sont basées sur la 3e édition. Voilà. D'accord. Donc, On peut le dire, c'est un peu le désordre. Hein. c'est le bazar. Bon, bah c'est parfait alors. C'est comme ça. En même temps, le bazar, c'est un petit peu le principe de Talislanta. Oui, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Vas-y. On va y venir, mais vas-y. Alors Talislanta, c'est un énorme continent sur une planète. Ouais. C'est un peu plus gros que le continent nord-américain. Et c'est un mélange ancien sword and sorcery, médiéval, fantastique, post-apocalyptique, légèrement héroïque. C'est une bonne définition, au moins elle est courte, mais c'est tout à fait ça. C'est à peu près ça. On y joue des races humanoïdes. Ouais. Voilà. Il y a des hommes-oiseaux, il y a quelques races un petit peu particulières, quelques hommes-bêtes, mais globalement... Il n'y a pas d'elfes, hein. Mais il n'y a pas d'elfes. C'est le principe, c'est la devise du jeu depuis un bon moment. Still no elves. Mais en même temps, les Cimriliens, ils sont grands, à la peau diaphane, avec des oreilles pointues, ils font de la magie. Il y a beaucoup de peuples qui ont les oreilles pointues quand même dans le jeu. Hein. Exactement. Mais bon, alors, c'est marrant. Pour être honnête, le parti pris de l'auteur, c'est d'avoir des races qui sont en dehors des canons de la fantasy classique. Complètement. Mais qui soient pas non plus complètement aliens et incompréhensibles. Par exemple, moi, des jeux comme Skyrims of Jorun, je n'y arrive pas. Ou Tekumal.
Empire of Tecumel. Les deux sont intéressants, mais j'avoue, expliquer aux joueurs et se lancer dedans, c'est un peu dur, quoi. Là, les races sont différentes, mais suffisamment archétypales pour être présentées très rapidement et très simplement et rentrer dedans. Je suis tout à fait d'accord. Talis Lanta, c'est un monde où il y a eu un cataclysme magique il y a longtemps, ou pas si longtemps, et la civilisation a repris ses droits. Donc on est dans le post-apo. C'est ça. Et pas mal d'endroits sont encore sauvages, dangereux, habités par les hommes bêtes, dévastés. Ouais. Donc là on a vraiment le côté sword and sorcery hors des civilisations. Et on a des grandes villes avec de belles architectures, des magiciens et autres. Pas forcément tous décadents et corrompus. C'est là où on sort un petit peu du côté sword and sorcery, qu'on est plus dans le côté épique classique, on va dire. Et le jeu permet tout un tas de gammes d'actions. Oui, c'est pas forcément sombre. Je trouve qu'il y a un peu cette espèce de parfois d'ironie comme il y a dans les romans de Jack Vance, etc. Complètement. Même un peu d'humour, hein, de légèreté presque. Oui, tout à fait. C'est voilà, c'est le jeu essaye pas d'être complètement grim dark. Oui, c'est ça. Pour ça, il y a un supplément de la 4e édition qui s'appelle Midnight Realms, qui décrit un autre continent qui est beaucoup plus loin et qui est habité par des démons, des monstres et autres. Voilà. Parce qu'il faut tout pour jouer. Il faut tout pour jouer. Voilà. Talis Lanta, ce magnifique bouquin est quand même un super bouquin qui est tout en un. Oui. Il va décrire l'intégralité de la géographie du continent. Ça prend une très grosse place dans le livre. C'est énorme. Alors, il n'y a pas un bestiaire, mais chaque région a ses plantes, ses créatures, ses coutumes. Et ses archétypes. Voilà. Puisque dans le jeu, on ne crée pas des personnages, on joue des archétypes. C'est vrai. Le gros défaut, parce qu'on va parler d'un des premiers défauts du bouquin, parce qu'il est tout en un et que l'univers est grand et que c'est sa 4e édition et qu'il y a du passif, on le lit, c'est magnifique, mais on se dit, mais je joue quoi, je joue où, je joue comment. C'est ça le problème. J'avoue, à la lecture, c'est un peu difficile à digérer. Et c'est vrai quand on referme, à la fois on foisonne d'idées et on se dit mais par quoi je commence, donc qu'est-ce qu'on y joue, comment on fait pour commencer? Comment on fait, souvent c'est là que la VF, il y a quand même des points positifs dans cette VF. La VF avait choisi de se cibler sur les 7 royaumes qui sont le centre civilisé et intéressant du monde, et 7 peuples, 7 royaumes, 7 archétypes, ce qui est quand même relativement simple. Et on peut recentrer à partir de là et ensuite voyager, suivre des caravanes et découvrir de nouveaux pays. Et je pense que c'est vraiment l'approche, il faut choisir une zone qui paraît bien, qui ira bien avec les joueurs. On regarde, on se dit « Oh, ça c'est cool et tout, je pars dedans ». Comme chaque zone décrit des monstres, des personnages, etc., on a tout ce qu'il faut pour démarrer. D'accord. Donc, moi je pense que c'est ça. Et on y joue des aventures médiévales fantastiques assez classiques, voilà, entre la sorte de sorcellerie et l'épique. Voilà, c'est assez classique, mais justement on peut... Enfin, moi je trouve que il y a un goût un peu différent. Oui. À la lecture, c'est marrant en fait, c'est comment je pourrais dire ça, c'est un peu le paradigme de ce jeu, c'est que on ne va pas lire Donjons et Dragons. Donc on n'a pas envie forcément de partir. C'est un cliché, hein, parce que Donjons et Dragons, on peut y jouer de différentes manières, mais on ne va pas partir sur du dungeon crawling, ce genre de choses, non. On a envie... moi, j'ai plus eu envie d'avoir une saga où on explore en fait ce continent, où on voyage, où on découvre de nouvelles civilisations, aussi étranges que variées, quoi. 3e édition a 2 campagnes qui sont vraiment très sympas. Ah ouais, une qui s'appelle Quantrig, donc qui est la contraction de Quan et Intrigue. Donc c'est des intrigues politiques dans la région de Quan. En gros, c'est leur mongol pays de l'Est sauvage. D'accord. Et puis il y a Scent of the Beast, qui est le retour des hommes bêtes avec grande campagne un peu plus violente et tout, qui est très sympa. Dans n'importe quel univers, il faut toujours une invasion avant. Exactement. Voilà. Voilà. Maintenant, on a dit que c'était du D20. C'était le podcast. À bientôt. Bisous. Non, bon, alors, le D20, oui, non, tu m'as surpris. Le D20, oui, ça joue avec du D20, mais pas le D20 que vous connaissez. Alors. C'est un D20 à 30 faces. Mais c'est un D20 à 30 faces. Non, alors, c'est vrai qu'on y joue, on va y jouer des archétypes. Si je me trompe pas, tu me reprends, parce que moi, j'ai lu il y a un bout de temps, j'y ai pas vraiment joué, etc. Donc, en fait, on va choisir des archétypes. Alors, ces archétypes comportent déjà, en fait, les peuples à peu près. Exactement. Ça va être des combinaisons, si on voulait parler en DD, de classe-race. Ouais, exactement. Sauf que c'est des métiers, de tout un tas de choses.
Et on choisit, tiens, je veux ce type-là qui fait ça, etc. Et on a un set de caracs et de compétences de base. Exactement, exactement. En sachant que tous n'utilisent pas la magie, par exemple. Donc, voilà. si ça se trouve, vous allez prendre un peuple et imaginez ce peuple maîtrise la magie. En fait, dans les archétypes, vous allez avoir ce peuple. Il y en a un qui fera peut-être, qui sera un guerrier, il y en a un autre en fait qui fera la magie, il y en a un autre qui sera une sorte de guerrier mage, enfin ce genre de choses. Bref, il y a tout un tas d'archétypes, ils sont nombreux, hein, on vous a dit, le continent est gigantesque, donc les peuples autant. Vous choisissez, et puis vous allez avoir quelques points à peut-être répartir, à changer. Ce qui est important, c'est le système de jeu. Pourquoi ça se joue avec un dé 20 ? Alors, moi j'aime bien ce système, pour une simple et bonne raison, il est très simple à expliquer. Il est très simple à mettre en place et en fait, je veux dire, vous allez voir en à peine une minute, vous allez tout de suite comprendre. C'est simple. En gros, votre personnage a différentes capacités, que ce soit ses caractéristiques, ses compétences. Voilà, donc ça vous donne des capacités, ça vous donne forcément un chiffre. Votre adversaire a les mêmes. Vous faites vos capacités moins celles de l'adversaire, ça vous donne un résultat. Ce résultat, il va être positif ou négatif, si votre adversaire est plus fort, vous l'ajoutez à un des 20 que vous lancez, et tout ça se lit sur une table. Par exemple, si vous faites entre 1 et 5, ça va être un échec. Un échec, si c'est négatif, c'est un échec critique. Oh, ça me ramène un peu Apocalypse World. Oui, un petit peu. Il y a un peu de ça. Si c'est entre 6 et 11, je crois, c'est une réussite ou une réussite partielle. Si c'est au-dessus de 12, ça va être une réussite. Et puis forcément, si vous allez arriver vers 20 ou même plus, alors là, c'est une réussite critique ou fabuleuse ou ce que vous voulez. Voilà. On parlait... Alors, vous allez voir que je fais une petite aparté. Dans les 2 prochaines vidéos, on va parler en fait de 2 jeux qui réutilisent ce système. Excusez-nous d'avance si on réexplique un petit peu le système, mais bon, c'est un petit peu comme ça. Mais en tout cas, c'est une base hyper simple que j'aime beaucoup. Je ne sais pas je sais que sur les 2 autres jeux dont on parlera, il y a ça sur les feuilles de personnages. Je ne sais pas si là il y a ça. Il y a la table sur la feuille de personnages. Ce qui fait que en gros, le MJ il est tranquille en fait. Il n'a pas besoin en fait d'expliquer en fait le résultat. Les joueurs voient tout de suite en fait s'ils ont réussi ou pas. Ou partiellement. Et dans ce monde magique, est-ce qu'on a des 300 pages de liste de sorts à la D&D Bah non, déjà il n'y a pas 36 pages de dragon, ça c'est important. Parce qu'il n'y a pas de dragon. Il n'y a pas de dragon. Il n'y a pas 36 pages de dragon. Pas de dragon. Et il n'y a pas 350 pages de sorts pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un système de magie freeform. Alors, il est freeform, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, vous allez... il faut le comprendre, il est en 2 temps. C'est-à-dire que vous allez avoir ce qu'on appelle des modes. C'est en gros, c'est comment je peux l'appeler ? C'est des écoles de magie ou des types d'effets plutôt. C'est des types d'effets de magie, que ce soit en fait ça peut être un mode d'attaque, un mode de défense, un mode pour de déplacement, de conjuration, enfin ce genre de choses. Pour chaque mode, vous avez 1 ou 2 lignes qui vous disent, bah voilà, qui vous donnent les bases d'un sort. Si vous voulez que le sort coûte 0, en gros, vous avez déjà les bases. C'est-à-dire que si c'est déplacement, à base de 0 ou un truc dans le genre, ça va être, vous pouvez déplacer un petit objet sur, on va dire, 20 mètres. Voilà. 20 mètres, etc. Si vous voulez augmenter et changer un petit peu tout ça, forcément, la difficulté va augmenter. C'est proportionnel, en gros. Voilà. Donc si vous voulez, en fait, un rocher, le déplacer à 50 mètres, forcément, il va falloir rajouter, en fait, de la difficulté. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et globalement, chacun des modes a sa petite liste de paramètres changeables. Et moi qui ai fait jouer au jeu, le plus simple, quand on a un personnage magicien, on regarde ses modes, on se dit, globalement, ma difficulté moyenne, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire comme sort ? Facile, moyen, difficile. 2-3 paramètres, et on a tous ces trucs pour les jouer directement. Moi, honnêtement, je le trouve très facile. Petite chose, vous verrez sur les autres vidéos, les jeux qui sont un peu dérivés de ces règles ont changé un peu la magie et l'ont compliqué. Là, j'avoue que sur cette version, c'est absolument dément. Il y a des exemples dedans qui sont très bien. Vous utilisez le mode d'attaque, si vous êtes plutôt élémentaliste, si vous allez faire des boules de feu. Vous êtes nécromant, c'est des mains squelettes qui sortent du sol et qui vous griffent les jambes. C'est à vous d'arranger. En fait, si vous voulez, si les paramètres en fait sont chiffrés, se ressemblent tous, c'est à vous en fait d'expliquer les effets. En fait. Mais complètement narratif. Ce qui est bien aussi, c'est que en plus de ces effets, il y a des écoles de magie. C'est-à-dire que tous les peuples n'utilisent pas en fait la magie de la même manière. Exactement. Ces écoles de magie, en fait, elles paramètrent les modes dont vous avez accès et ceux qui vous sont interdits. Et elles vous donnent aussi des bonus. Donc en gros, en fait, moi ce que j'aime, c'est qu'en quelques pages, ça m'a fait un bouquin de magie.
Un bouquin de magie de Donjons et Dragons. Parce que les règles de magie sont très très courtes. Enfin, les Bah, règles de combat, enfin toutes les règles sont courtes. Toutes les règles sont courtes. Hein. On a sur, je sais pas, on doit avoir 20-30 pages ou un truc dans le genre, quoi. Le reste, bah, c'est principalement de l'univers, du fond, de l'histoire. Alors, ce livre, d'ailleurs, la plupart des éditions françaises, qu'on pourrait vous parler de beaucoup de choses, mais on a commencé déjà à pas mal traîner. Toutes les éditions de Talislanta sont en VO, je précise, en VO, sont disponibles au téléchargement gratuitement et légalement sur le site talislanta.com. On mettra un lien dans le commentaire sous le fond de la vidéo. Pardon. Et vous pouvez donc vous faire votre propre opinion, télécharger, récupérer les vieilles campagnes, les nouvelles règles, mélanger et faire ce que vous voulez. Si je dis qu'on y trouve aussi une version D20, est-ce que je vais perdre tout le monde ou pas? Non? Bon, enfin bref. Oui, à l'époque de Donjons et Dragons 3.5, etc., il y a une version D20 de Talislanta qui est sortie. Donc une version Donjons et Dragons D20 de la version D20. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, oubliez un peu cette version. Hein. Elle est pas terrible. Elle est pas terrible. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez télécharger ce magnifique bouquin, voilà, légalement, et ça vaut vraiment le coup d'œil, quoi. Tout à fait. Bon voilà, on a fait un petit tour rapide de ce grand ancien. Allez, on fait vite fait la VF? Ouais, voilà, c'est fait. Bah écoute, sur ce, bonne lecture. Et bon jeu. À la prochaine.